Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre aujourd'hui. Nous avons choisi trois thèmes autour desquels nous allons essayer de réfléchir à haute voix. Le premier thème, je l'ai depuis longtemps, mais j'hésitais toujours à pouvoir l'aborder en me disant que il pouvait être à la base des susceptibilités, surtout dans notre communauté congolaise où les gens voient le diable partout. Bon, puisque j'ai vu que plusieurs autres personnes en ont parlé, j'ai dit, ok, je crois que le moment était opportun pour pouvoir en parler. Il s'agit du service de communication du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Bon, je suis désolé, je suis moi-même spécialiste de la communication. Ce sont les études que j'ai faites et que j'ai pratiquées au plus haut sommet. Et je suis doublé de journaliste qui a commencé au plus bas jusqu'à se hisser au plus haut sommet. Donc je sais de quoi je parle. Quand j'observe la communication du président de la République, qui est à distinguer de la présidence de la République, parce que au Congo, l'institution, ce n'est pas la présidence de la République, c'est le président de la République. Et le président de la République a, parmi ses tout premiers collaborateurs, il a nommé des gens comme pour gérer sa communication et pour gérer son service de presse. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, cela va s'améliorer, mais il n'est pas superflu de pouvoir relever un certain nombre de choses pour que les gens corrigent la manière de travailler. D'abord, le premier constat, c'est que j'ai l'impression que le service de communication du président, soit il ne communique pas, soit il n'existe pas du tout. Ce qui est vrai pour le service de communication l'est aussi pour son service de presse. Vous savez, on ne communique pas de la même manière quand on est dans l'opposition. On ne communique pas de la même manière quand on est dans l'opposition ou quand on arrive au pouvoir. J'ai l'impression que les services de communication et le service de presse du président Félix Tshisekedi fonctionnent comme s'il était au service d'un parti politique de l'opposition. Je veux dire plus clairement que je ne sens pas du professionnalisme. Et je vais illustrer ce que je dis, ce n'est pas un jugement de valeur tiré du néant. Je vais prendre quelques exemples et le plus récent, c'est lors du séjour du président de la République aux États-Unis. D'abord, première chose, quand le chef pour lequel vous travaillez, en tant que responsable de la communication, doit effectuer un voyage de travail, une mission de service, je crois que les services de communication et de la presse sont parmi ce qu'on appelle les équipes d'avance. J'espère que c'était le cas. Si ce n'était pas le cas, c'est déjà un problème à ce niveau-là. Les équipes d'avance, c'est-à-dire des gens qui doivent précéder le chef pour pouvoir le recevoir quand il arrive et pour pouvoir préparer son arrivée. Prenons le service de communication. Est-ce qu'ils ont fait, avant de partir pour les États-Unis, est-ce qu'ils ont fait une analyse des problèmes que le président de la République devait pouvoir aborder une fois sur le sol américain, du moins sous l'angle de la communication? Quels sont les problèmes qui se posaient à l'image du président congolais élu il y a un peu plus de 2 mois? Bon, puisque nous sommes tous là, nous vivons, je crois que d'abord il y a un peu ce doute autour de son élection, qui est la conséquence du cafouillage créé sciemment par la CENI, avec certainement la bénédiction de l'ancien président.
Ce qui fait que le président Félix Tshisekedi porte sur lui encore ses doutes, surtout dans l'opinion occidentale, qui a été vraiment mitraillée par une campagne de désintoxication à laquelle se sont mêlés non seulement des États occidentaux, mais des miniers et ainsi que une partie de la classe politique congolaise au détriment du peuple congolais et en oubliant même que ces élections étaient des élections des Congolais et non pas de la communauté internationale et que c'était les Congolais qui se choisissaient leur président. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, il y avait cette question-là. Alors, les responsables de la communication devaient pouvoir préparer le président à pouvoir communiquer sur cette question-là pour que les gens l'entendent de lui-même. Et puis, quels gens, il y a un cible. Quand on communique, on doit se choisir des cibles. Quand on va aux États-Unis, quels sont les publics cibles qui seront confrontés au président? Bien sûr, il y a la communauté congolaise, il y a les officiels américains qu'il a pu rencontrer, il y a les médias américains, il y a les hommes d'affaires américains, bref, il y a même des citoyens américains, puisqu'il en a rencontré. Alors, quelle est la communication que son service lui a préparée par rapport à tous ces publics-là? Je vous dis, sans me tromper, que rien. Rien. J'en veux pour preuve. Voici le président, un des présidents du plus grand pays d'Afrique centrale qui se trouve être la République, disons, le président du plus grand pays de l'Afrique centrale qui se trouve être la République démocratique du Congo et qui venait d'être élu dans des conditions que je vous ai décrites. Rien que ce sujet-là intéresse au plus haut point les médias américains parce qu'ils ont au moins l'occasion d'avoir l'information à la source. Deuxièmement, le président de la République démocratique du Congo n'est pas n'importe qui, c'est le président du pays qui a la plus grande réserve de cobalt et d'autres minéraux stratégiques que l'Amérique veut absolument pouvoir exploiter pour son développement, son expansion, pour son hégémonie, ce qui est légitime. Et n'importe quel média américain qui apprendrait que le président du pays qui a la plus grosse réserve de cobalt, de coltan et d'autres minéraux stratégiques comme l'uranium est sur le sol américain, mais je pense que les médias sérieux feraient la file pour pouvoir négocier et obtenir des interviews et pouvoir obtenir des informations de première main de la part du président. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le service de communication et le service de presse puissent mouiller la chemise. Quand on arrive dans une ville, surtout ici en Occident, les choses sont rendues plus faciles. Dans chaque ville, grande ville ici, il y a un club de la presse. En Afrique, on appelle ça, il y a des maisons de la presse. Il y a un club de la presse où les deux responsables devaient pouvoir se rendre pour pouvoir rencontrer des journalistes, puisque c'est le lieu de rencontre des médias. Et ils devaient avoir déjà ciblé eux-mêmes les médias à toucher en fonction des publics qu'ils voulaient toucher avec le message du président. Ça veut dire qu'on ne prend pas n'importe quel média, n'importe quel journaliste. Un responsable de la communication doit savoir quelle est la valeur du journaliste et du média qu'il représente par rapport au public cible que lui vise. Et dans une ville comme Washington, et je crois qu'aujourd'hui ce sont les républicains qui sont au pouvoir, qui sont majoritaires, c'est eux qui sont au pouvoir, donc ce sont les premiers à pouvoir être ciblés par la communication du président de la République. Donc, il fallait pouvoir
lorgner vers des médias proches du Parti républicain. Ce qui n'a pas été fait. J'étais surpris que lors de la conférence de presse du président, il n'y avait que, excusez-moi, ce n'est pas pour dénigrer les gens, il n'y avait que des youtubeurs. Des youtubeurs, bon, ils font ce qu'on appelle du journalisme citoyen. C'est très bien, ils informent surtout la communauté congolaise. Mais je n'ai pas vu un média à même de toucher l'establishment américain. Alors que l'image du président de la République pose ou est entachée de quelques doutes créés par tous ceux qui ont combattu Félix Tshisekedi depuis son élection. Donc, je crois que rien que de ce point de vue-là, quelque chose n'a pas tourné. Il y a eu une faille aussi bien dans la communication que dans le service de presse. Je suis désolé de le dire. Il s'agit d'une science et non pas du bricolage. Deuxièmement, vous avez vu le jour de la rencontre entre le président et la communauté congolaise, toujours à Washington, D.C. Les gens étaient déjà dans la salle. Le président était certainement vers la fin de, je crois que c'était même la veille de son départ des États-Unis. Il a eu certainement un agenda très chargé où les gens étaient encore là, ce qui fait qu'il y a eu un retard dans le début de la manifestation par rapport à l'heure qui avait été annoncée. Ce qui peut arriver, moi ça ne me choque pas outre mesure, ça peut arriver, c'est un chef de l'État. Mais le problème, c'est que son service de communication n'a pas non plus fonctionné correctement. Je n'étais pas dans la salle, mais je suivais à partir d'Internet ce qui se passait. Tous ceux qui ont suivi ou ceux qui étaient dans la salle ont pu remarquer la cacophonie dans la communication pour calmer l'impatience des Congolais qui étaient déjà dans la salle et pour expliquer le retard du président qui est connu comme quelqu'un de très pointilleux sur ses heures. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? On a vu différentes personnes passer avec différents messages. On a vu un des collaborateurs du président, Vidier Chimanga, qui doit être conseiller spécial et chargé, je crois, des stratégies, si je ne m'abuse, qui est passé pour dire, vous savez, le président a beaucoup travaillé, il est fatigué, il doit se reposer un peu, tout ça. J'étais ahuri d'entendre un tel message. Non, monsieur Vidier, le président n'est jamais fatigué. Et même quand il est, on ne le dit jamais au public. Non, il avait rendez-vous. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez très bien que quelques semaines, je crois quelques jours avant l'arrivée du président d'ici, il y a un média international qui a dit que le président est allé en catimini consulter un médecin au Maroc et qu'il avait des problèmes de santé. Vous le savez très bien. Et vous savez que le jour de la prestation de serment du président Félix Tshisekedi, il a eu un malaise. Vous le savez très bien. Et vous arrivez, vous, dans une salle, après que les gens aient attendu 2, 3, 4 heures, dire que non, le président est fatigué. Mais monsieur, vous avez créé la panique générale. Je me demande même qu'est-ce que vous êtes allé faire au micro. Ce n'est pas votre rôle. Il fallait laisser le responsable de la communication. Deuxièmement, après M. Vidier Chimanga, il y a eu, comment il s'appelle, Augustin Kabouya. Je ne sais pas quelle fonction officielle il occupe au niveau de la présidence, mais je sais qu'il doit assumer l'intérim du secrétaire général de l'UDPS. J'admire beaucoup le travail que ce monsieur fait depuis plusieurs années pour ce premier parti de l'opposition qu'est l'UDPS. Mais ce jour-là, lui aussi a fait une bourde. D'abord, je me demande pourquoi il est allé prendre la parole.
à ma connaissance, il n'a aucun titre à la présidence de la République. Et qu'on devait faire un effort pour distinguer les activités du président de la République des activités du parti. Et je crois que c'est pour ça que le président l'a amené. C'est pour qu'il puisse s'occuper des affaires du parti. Parce que je sais que l'UDPS a beaucoup de militants en Amérique du Nord et au Canada qui certainement avaient pris d'assaut Washington DC pour essayer de voir et de congratuler, d'entendre leur président, ce qui est légitime. Mais M. Kabouya est arrivé, il a pris le micro, il a commencé à enraguer les gens, comment on dit ça, à haranguer les gens en disant UDPS viva, UDPS viva. Et vous avez vu tout de suite dans la salle qu'il y a eu un malaise. Mais tous ceux qui étaient dans la salle n'étaient pas des militants de l'UDPS. Tous les Congolais qui étaient là-bas n'étaient pas des militants de l'UDPS. M. Kabouya a fait une bourde. Après M. Kabouya, il y a eu le directeur de la presse, Lwakabwanga, je pense. Lui aussi est passé pour donner un autre message, expliquer pourquoi ça tardait. Et à la place, il a commencé à faire des présentations qui n'avaient rien à foutre en ce moment-là, au moment où les gens étaient inquiets. Et le comble de tout ceci, c'est que comme les Congolais sont tous devenus pasteurs, il s'est trouvé un bonhomme dans la salle qui a eu une vision, entre guillemets, et qui s'est exclamé, Dieu vient de lui parler, et il s'est levé pour aller prendre le micro et demander aux gens de prier pour le président. Mais enfin, comment un illustre inconnu dans une salle où le président de la République peut s'accaparer du micro et pouvoir prendre la parole? C'est du jamais vu, ça. C'est de l'amateurisme, ça. Et quand ce monsieur dit qu'on va prier pour le président, je vous dis que moi, de là où j'étais, et je n'étais pas le seul, de là où j'étais, j'ai dit aux gens, aïe, j'ai l'impression que le président a eu un malaise encore. Je crois que quelque chose est arrivé au président. Parce qu'après qu'on nous ait dit qu'il est fatigué, il doit se reposer, après qu'on ait raconté n'importe quoi pour expliquer ce retard, au lieu de dire tout simplement la vérité. Et voici maintenant qu'un bonhomme vient demander qu'on prie. C'est que ça va mal, je suis sûr que Félix, soit il est avec des médecins dans sa chambre, soit il a été évacué dans un hôpital. Et je n'étais pas le seul à le penser. J'ai commencé à envoyer des textos à des amis qui étaient dans la salle. Malheureusement, ils étaient tous déchargés. Personne ne voyait mes messages d'inquiétude. Et je découvrais après que beaucoup de Congolais qui n'étaient pas dans la salle, même ceux qui étaient dans la salle, étaient très inquiets. Ils pensaient tous que quelque chose de très grave venait d'arriver au président. Dieu merci, ce n'était que des supputations, ce n'était que des craintes justifiées par ailleurs, puisque quand le président est apparu, il avait l'air frais. Il avait l'air frais et pimpant de santé, ce qui a pu calmer tout le monde. Mais vous voyez que la communication là-bas non plus n'a pas fonctionné. Vous savez, on dit toujours en journalisme et même en communication que la meilleure improvisation se prépare. On doit être préparé à toute improvisation. Et dans le cas d'espèce, il suffisait, de dire aux gens qu'il y a eu un changement dans le programme du président et il a des urgences qu'il doit régler absolument avant de pouvoir vous rencontrer. Il confirme qu'il va vous voir, mais vous devez pouvoir être patient parce qu'il a des audiences d'État. Un point, un trait. Et je crois que tous les Congolais qui étaient là-bas, ils étaient prêts à pouvoir comprendre cela au lieu de se lancer dans une communication alambiquée au point où on ne savait plus qui est le maître de cérémonie là-bas. Donc ce n'est que deux exemples que j'ai pris par rapport à la communication. Et vous savez, ça c'est aussi entre la communication et le service de presse. Le président Félix Tshisekedi est rentré au pays
Je ne sais pas si moi je me trompe, j'ai essayé d'observer les grands médias, la presse écrite, les grands médias américains. Aucun journal américain n'a fait état du séjour du président Tshisekedi aux États-Unis. Ce n'est pas normal. C'est que son service de communication et son service de presse ont été totalement défaillants. Défaillants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Parce qu'on ne communique pas de la même façon quand on est dans un parti politique et quand on est dans les affaires d'État, surtout au sommet de l'État, à la présidence de la République. J'espère que ces choses-là, je n'ai pas été le seul à les observer. Je voudrais passer au deuxième sujet que j'ai prévu aujourd'hui. C'est à propos des chiffres. J'ai l'impression qu'au Congo, nous sommes devenus les champions des chiffres. J'ai constaté, de par mon expérience de journaliste, que quand l'homme public ne sait plus quoi dire, il aligne des chiffres. Parce qu'il sait que l'opinion publique ne retient pas les chiffres, que l'opinion publique est fatiguée par les chiffres, que l'opinion publique ne comprend rien aux chiffres. J'ai suivi dernièrement un monsieur qui se trouve être l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, le régime qui a mis le pays par terre pendant 18 ans, monsieur Néhémie Mouilania ou quoi. J'ai appris qu'il est professeur d'université. Bon, je ne suis pas très informé sur sa vie. En tout cas, moi, je suis congolais, j'ai été journaliste dans le pays, je ne connais pas ce monsieur-là. Je suis désolé, je ne le connais pas. Ça veut dire qu'à moi j'y étais, il n'existait pas encore. Voilà. Ou il existait, mais c'était un illustre inconnu. Bon, il est professeur d'université. Moi, personnellement, je n'ai pas une très grande idée des professeurs d'université. Je suis désolé de le dire. Je n'ai pas une très grande idée parce qu'on a galvaudé ce titre-là. On l'a donné même à des illustres ignares. On l'a politisé. Vous savez comment les doctorats sont défendus dans notre pays. Vous savez qu'il y a des étudiants de la 25e heure qui habitent Mbujimayi, mais qui étudient à l'université de Kinshasa, où ils passent une fois tous les 6 mois, mais qui distinguent, alors qu'il n'y a pas de cours à distance. Allez comprendre cela. Il y a même pire, il y a des thèses qui ont été rédigées par des nègres entre guillemets, pour dire la personne qui écrit, qui fait le scribe pour quelqu'un. Donc il y a des thèses pour lesquelles des gens ont été proclamés PhD, alors que le travail a été rédigé par des nègres, qui se trouvent être d'autres professeurs moyennant argent. Donc vous comprendrez que moi je n'ai pas une très grande idée des professeurs, jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Mouelania a parlé des chiffres voulant se justifier quand il y a eu des attaques sur la catastrophe de gestion qu'était l'État FCC, PPRD, AFDEL, l'État AFDEL, CPP, PPRD, tout ce que vous voulez jusqu'à FCC. Donc pendant 18 ans, ils ont changé d'appellation plusieurs fois. Et il a dit qu'ils ont ramené au plus bas niveau le taux d'inflation et que le taux de croissance a été porté à 2 chiffres. J'ai rigolé quand j'ai entendu cela. J'ai dit voilà, ça c'est le propre des intellectuels congolais. Dis-moi, une croissance à 2 chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen congolais lambda? Quand il se réveille le matin, il constate que son pain de tous les jours continue à monter de prix. Et vous parlez de croissance à 2 chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire, vos chiffres-là, quand le citoyen de Kasumbalesa constate que son petit seau de maïs, qui est sa nourriture de base, continue à augmenter de prix chaque jour? Que veut dire votre croissance à 2 chiffres quand des parents ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école?
où doivent choisir entre les filles et les garçons lequel privilégier parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire votre croissance là à 2 chiffres quand des parents ne peuvent pas, doivent assister à la mort des êtres qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire leurs enfants, simplement parce qu'il manque de quoi leur procurer une aspirine, de quoi les amener en consultation chez un médecin. Des milliers d'enfants meurent de paludisme parce que la capitale de notre pays est devenue une grosse poubelle. Notre capitale est devenue, au vu et au su de tous, un gros dépotoir. Alors que le gouverneur de la ville est compté parmi les grosses fortunes, les nouvelles grosses fortunes de ce pays-là. Et que même son fils est devenu l'un des petits millionnaires de la ville. C'est cela. Que veut dire cette croissance à 2 chiffres quand la réalité quotidienne du Congolais ne change pas? Non, monsieur Moulouana, arrêtez de nous raconter des bêtises. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez trahi la confiance du peuple. Vous avez échoué. Vous êtes des sorciers parce que vous n'avez même pas le courage de dire, écoutez, nous nous mettons de côté, voyons ce que les autres peuvent faire. Vous voulez continuer à vous accrocher parce que vous croyez, vous, que ce pays-là vous appartient. Vous vous trompez, monsieur, et arrêtez. Tous les Congolais ne sont pas bêtes. Ne venez pas avec des chiffres inutiles. Hein? Ces chiffres-là, c'est dans vos poches qu'il y a eu croissance. On vous a vu tous arriver. Beaucoup d'entre vous ont acheté leur première voiture quand ils sont arrivés aux fonctions, aux plus hautes fonctions du pays. Beaucoup d'entre vous ne payent pas les taxes. Vous êtes les gens qui touchaient le plus d'argent et vous êtes ceux-là qui ne payent pas les taxes. De sorte que l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo est supportée par les plus pauvres. Quel contraste! Ce sont les plus pauvres qui payent le plus de taxes alors que les plus riches ne payent rien du tout. Rien. Non seulement vous ne payez rien, vous ne respectez même pas la loi qui vous oblige de déclarer vos biens. Votre chef est arrivé avec des bottes en caoutchouc. Nous l'avons vu arriver. Moi, j'étais dans la rue. Je travaillais ce jour-là quand l'AFDEL est entré. J'ai vu le commandant, celui qu'on appelait Afan de Joseph, je l'ai vu entrer au Memling avec James Kabarebe. Il ressemblait à tout, sauf à ce qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce type est devenu propriétaire des ranchs, des carrés miniers. Toute sa famille est devenue riche, milliardaire, millionnaire, milliardaire, en dollars et en euros. Et la loi lui demande de déclarer ses biens à la sortie de ses fonctions. Il ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous pensez, vous, que la loi est là pour les autres, pas pour vous? Monsieur, apprenez à vous taire parce que la colère du peuple, un jour, vous risquez de terminer avec un pneu dans le cou. Donc, pour terminer, mesdames et messieurs, méfiez-vous quand vous voyez un homme politique, surtout congolais, commencer à aligner des chiffres. C'est qu'il a quelque chose à cacher. Le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a eu une marche des journalistes en solidarité avec leurs confrères de Télé 50 qui sont maltraités, qui n'ont pas été payés depuis des lustres et qui ont été arrêtés sur simple claquement de doigts d'un individu qui se trouve être Jean-Marie Kassamba. Mais, mes chers amis, tout en partageant vraiment, en étant solidaire avec tous les amis journalistes qui sont choqués par cette histoire dont je connais la plupart pour avoir été avec eux. Mais mes chers amis, il y a une histoire. Ce monsieur-là qu'on appelle... D'abord, Télé 50, c'est quoi? Télé 50, théoriquement, c'est une chaîne privée appartenant à des intérêts privés congolais dont la gestion est confiée à un ancien journaliste de Télé Sud à Paris qui se trouve être Jean-Marie Kassamba. Et ce monsieur-là, Jean-Marie Kassamba,
est jusqu'à aujourd'hui le président provincial de l'Union de la presse du Congo. Mais c'est terrible ce qui se passe au Congo. Ce monsieur-là, il est le patron, il est le premier défenseur des journalistes et c'est lui qui maltraite les journalistes. Bon, ça ne m'étonne pas parce que moi j'ai toujours considéré que Jean-Marie Kassamba n'est plus journaliste depuis longtemps. Et aujourd'hui les journalistes, ils découvrent leurs bêtises pour avoir élu quelqu'un qui n'était pas journaliste comme président de leur corporation. Le code d'éthique et de déontologie dit que un journaliste ne peut jamais prêter ni son nom, ni son visage, ni sa plume à la publicité ou à la propagande. C'est parmi les règles du code d'éthique des journalistes. Mais Jean-Marie Kassamba a été nommé le plus officiellement du monde, chargé de la visibilité des 5 chantiers. Tous les journalistes qui marchent aujourd'hui l'ont appelé sous ce titre-là, chargé de la visibilité des 5 chantiers. Mais il n'y a pas eu meilleur propagandiste du régime ONI que Jean-Marie Kassamba. Et ce type-là a pu se faire élire à la tête de la corporation pour la ville de Kinshasa. Et je parie que si le régime qu'il servait si assidûment n'était pas tombé, ce type-là allait être le prochain président de l'Union nationale de la presse du Congo, alors qu'il n'est pas journaliste du tout. Monsieur, tous ceux qui passent de la publicité, qui apparaissent dans la publicité, qui vantent des produits, qui sont devenus des propagandistes, sachez que vous avez quitté le domaine de la presse. Vous n'êtes plus journaliste. Dès l'instant où vous ne répondez plus, vous ne respectez plus votre propre code d'éthique et de déontologie, vous cessez d'être journaliste. Je suis désolé. Bon, et puis, il ne faut pas être fâché quand on vous dit que vous n'êtes pas journaliste. Vous pouvez travailler dans un média sans être journaliste. Il y a beaucoup de grands noms dans les médias français qui ne portent pas la carte de presse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas journalistes. Ce sont des animateurs, ce sont des producteurs. Ils ont plusieurs titres. Et parmi les hommes des médias les mieux payés, je ne pense pas que le premier d'entre eux soit un journaliste, non. Parce que le journalisme a ses règles. Dès l'instant où vous commencez à vous habiller comme un musicien et que vous commencez à faire la publicité de Ngwasuma et d'autres histoires, mais vous n'êtes plus journaliste, monsieur. Dès que vous commencez à faire la publicité des déclarants en douane ou des importateurs ou des gens qui exportent ou des agences de fret et tout, vous cessez d'être journaliste. Dès que vous commencez à faire de la publicité dans le cadre des émissions sportives ou quoi, vous cessez d'être journaliste. Dès que vous commencez à apparaître à la télévision avec des képis vantant les mérites d'un produit, vous avez cessé d'être journaliste, monsieur. Alors, il n'y a pas de honte à continuer à être dans un média et à ne pas être journaliste. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire comme journaliste. Moi, je conseille aux amis qui pensent que pour faire vivre leurs médias, ils ont besoin d'accompagner la publicité. Mais alors, déclarez-vous carrément. Aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue dans le métier avec les nouvelles technologies de l'information qu'on appelle les journalistes citoyens. Ils sont nombreux sur YouTube aujourd'hui avec la caméra qui est à notre portée à tous. Il suffit d'avoir un téléphone intelligent, d'assister à un événement, de pouvoir l'immortaliser, de le diffuser plus que même un média traditionnel. Ces gens-là, aujourd'hui, on leur reconnaît la qualité de journalistes citoyens. Donc ce sont des citoyens qui font le travail, une partie du travail de journaliste, avec ce que cela comporte comme risque en termes de vérification, en termes de recoupement, en termes d'authentification des informations qu'ils donnent. Mais au moins, ils savent participer à l'information du grand public
Et d'ailleurs, je crois que même en Occident aujourd'hui, j'ai lu une enquête, le premier moyen d'information des jeunes aujourd'hui, ce ne sont pas les journaux traditionnels, ce ne sont pas les chaînes de télévision, c'est leur tablette, c'est leur téléphone portable, c'est Internet. Donc c'est YouTube avec d'autres plateformes qui sont nombreuses sur Internet. Ces plateformes sont devenues les premières supports d'information que les jeunes en Occident utilisent. Alors, je voulais arriver à ça pour dire aussi quelque chose. C'est que là, je m'adresse spécialement à la plupart des gens qui produisent de l'information à partir de l'Occident. Je vais vous dire une chose, c'est que contrairement à ce que nous pensons, nous nous trompons, nous qui sommes en Occident, nous nous trompons de croire que ce que nous pensons et disons ici, c'est ce qui se passe sur le terrain. Non, monsieur, vous vous trompez. Vous vous trompez. Euh, les vidéos que nous produisons ici, très peu sont suivies au pays. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il faut pour suivre une vidéo? Quand vous produisez une vidéo d'une heure, par exemple, ça veut dire 60 minutes, une heure, pour que quelqu'un puisse télécharger votre vidéo et la suivre, il doit pouvoir charger, mettre ce ils appellent là-bas les mégabytes. Et je pense que si mes informations sont bonnes, pour 100 mégabytes, je crois qu'il faut quelque chose comme 1000 francs congolais. Donc, j'ai posé la question, on m'a dit pour télécharger une vidéo d'une heure, il faut 10 dollars. 10 dollars américains. Vous savez avec combien vit le Congolais moyen dans notre pays? Je le vois très mal mettre 10 dollars pour télécharger une vidéo. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est une vérité. Je crois qu'il faudra réfléchir sur d'autres moyens pour que l'information alternative puisse leur parvenir. Il y a ceux qui peuvent se permettre de suivre, mais c'est une minorité par rapport à la majorité des Congolais, qui déjà n'ont pas un téléphone intelligent. Il faut se le dire. Ne pensez pas que tous les Congolais ont un téléphone intelligent. Je parie, je peux me tromper, mais je crois que pas plus de 10% de la population congolaise ont un téléphone intelligent. Non, pas plus. Et c'est souvent l'élite. L'élite, ce que j'appelle l'élite, ça veut dire les gens qui ont un job régulier, payé, tout ça, ainsi de suite. Les gens qui dirigent, qui sont dans des entreprises stables. Or, vous savez que la majorité de nos concitoyens sont au chômage depuis de longues années. Je connais des jeunes gens que j'ai vus quand ils avaient 12 ans. Aujourd'hui, ils vont dépasser les 45 ans. Ils n'ont jamais travaillé nulle part. Pas parce qu'ils n'ont pas de qualification, pas parce qu'ils n'ont pas de volonté, pas parce qu'ils sont des paresseux. Non, parce qu'il n'y a pas de travail. Même pour ceux qui ont des diplômes, il n'y a pas de travail. Beaucoup d'entre eux vendent des mégabytes et des crédits pour essayer de survivre. Certains d'entre eux qui ont des familles en Occident ont reçu quelques sous et sont devenus des cambistes, c'est-à-dire des changeurs de monnaie. C'est pour ces gens-là que nous produisons les vidéos. Moi, je crois qu'il faudra peut-être voir comment produire des vidéos un peu moins longues, qui peuvent être téléchargées à moins que ça. Ou alors imaginer d'autres moyens pour que des gens aient l'occasion de télécharger en groupe et de visionner des vidéos en public quelque part. Bon, ça doit être financé par quelqu'un. Au fait, ça devait être le rôle des partis politiques aussi dans le cadre de la sensibilisation et de l'information, de l'éducation de leurs militants. Mais vous savez, les partis politiques au Congo, j'apprends qu'il y en a 700. Or, en réalité, on en connaît 3 ou 4. Mais ils sont 700. Ça veut dire beaucoup ont été créés de toutes pièces pour
pour compliquer davantage le paysage politique congolais. C'est aussi l'une de nos spécialités. Et je vais terminer avec les fake news. L'un des revers des nouvelles technologies de l'information ou des nouvelles plateformes de messagerie et d'information, c'est l'apparition des fake news. Quand j'étais jeune journaliste à mes débuts, on appelait fake news en français, c'est les fausses nouvelles. Donc, on appelait fausses nouvelles une information, ça veut dire le journaliste. Sa bonne foi a été trompée, sa source l'a manipulée et il a donné une information fausse. Ça peut arriver. C'est pour ça que quand j'étais défenseur de la liberté de la presse, je revendiquais pour les journalistes congolais plutôt, excusez-moi, je revendiquais le droit à l'erreur. Parce que je me disais que si on peut accepter qu'un médecin peut se tromper, qu'un avocat peut se tromper, qu'un juge surtout peut se tromper, pourquoi on ne peut pas admettre que la bonne foi du journaliste peut être trompée et accepter que s'il a donné une fausse nouvelle, ce n'est pas parce que nécessairement il est de mauvaise foi. Mais aujourd'hui, les fake news dont on parle, c'est autre chose. Ça veut dire que les fausses nouvelles sont fabriquées sciemment. Donc il y a des agences, des maisons, des gens qui se sont spécialisés dans la fabrication des fausses nouvelles. Et l'illustration de ce nouveau job nous a été donnée par les dernières élections américaines avec le président Donald Trump. Le président Donald Trump, qui, il faut l'admettre, a des problèmes avec un certain nombre de règles d'éthique. Le président Trump a fait recours abondamment aux fabricants de fake news pour anéantir ses adversaires. Comment ça fonctionne? Ces gens-là, en anglais, on les appelle les trolls. Je crois l'équivalent en français, ça doit être, j'ai vu qu'on les appelle les zombies. Donc, il y en a même au Congo. Pendant la campagne électorale du Congo, on a vu ces gens-là jusqu'aujourd'hui à l'œuvre. Vous savez par exemple que le fameux faux diplôme du président Tshisekedi, que c'était un faux fabriqué. Ce document-là a été fabriqué. Et il y a des moyens technologiques aujourd'hui de voir qu'on a pris un document authentique, on a manipulé au niveau du nom, on a ajouté le nom de Tshisekedi alors que Tshisekedi n'a jamais brandi ce document, il ne l'a même jamais mis dans son dossier de candidature. Mais on a trouvé même parmi les médias dits les plus sérieux d'Occident, comme la Libre Afrique, qui ont repris cette image-là, fabriquée de toutes pièces par les zombies qui étaient au service de la machine mise en œuvre pour faire passer le candidat de la Mouka aux dernières élections au Congo. Donc, c'est les fake news. En fait, les fake news, ça part souvent d'un... Il y a toujours un élément vrai à partir duquel les gens vont broder pour fabriquer une grosse mensonge. Et aidé par la rapidité avec laquelle l'information circule aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information, personne n'a le temps réellement de vérifier l'exactitude d'un fait parce que des faits apparents ont tendance à apparaître vrais. Ça veut dire, quand quelqu'un vous dit que le président Tshisekedi a mis un faux diplôme dans son dossier, c'est facile pour que quelqu'un ne vérifie même pas, qu'il croit parce qu'il y a des élections, Félix est candidat, il a déposé une candidature, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez? Et donc ça part d'un fait parfois vraisemblable, mais on y ajoute d'autres fausses informations. Et comme on n'a pas le temps de vérifier, et souvent il vous demande distribuer. Méfiez-vous chaque fois que vous voyez quelqu'un avec un message anonyme souvent, mais il vous demande de le distribuer. Non. Si je trouve qu'une information est intéressante, je vais la distribuer moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me presse de la distribuer. Il y en a même qui menacent même. Si vous ne distribuez pas ça, c'est que vous êtes contre le Congo.
Si vous ne distribuez pas ça, donc vous êtes je ne sais pas quoi. Non, monsieur. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas vous donner le temps de réfléchir et de découvrir que l'information qu'on vous donne là, elle est fausse. Elle a été fabriquée dans un bureau à Kinshasa où j'ai appris qu'il y a des gens de l'Europe de l'Est qui sont là-bas, qui ont un cabinet qui fabrique des fausses nouvelles là-bas et qui seraient très proches de la chaîne de la jumelle de Kabila, Digital Congo. Il y a des Bosniaques ou des gens comme ça qui sont très forts dans ça et qui travaillent avec un certain nombre de journalistes qui sont omniprésents sur Internet. Et c'est avec eux qu'ils fabriquent ces fausses nouvelles. Méfiez-vous chaque fois que vous voyez quelqu'un vous dire, même sur Facebook, lu pour vous quelque part. Non, vous n'avez pas chargé quelqu'un pour lire pour vous. Lu pour vous quelque part sur Internet. Non, Internet n'est pas une source d'information. Internet est un support. Sur Internet, il y a plusieurs sources d'informations sur Internet. Alors quand quelqu'un vous dit lu sur Internet, ça ne veut rien dire du tout. Tout le monde peut placer tout sur Internet aujourd'hui. Ce sont les boulevards de l'information, comme on dit. Tout le monde peut s'y engager. Il n'y a pas un régulateur. Donc tout le monde peut dire n'importe quoi et l'afficher, faire croire. Je vais vous donner un exemple et je vais terminer par là. Dernièrement, je crois il y a 2 semaines, un ami m'envoie il était déjà nuit ici. Je crois on était déjà 22 heures ici. Moi je suis au Canada. Je reçois un message, une photo avec un message sur WhatsApp d'un ami qui m'envoie une photo de Sosacom en train de prendre feu. Et il me dit, le message qui accompagne la photo dit que à l'instant même, Sosacom est en feu. Je regarde l'heure, il est 22 heures, je me dis à l'instant même, je calcule, non, il était 20 heures au Canada, je calcule, je me dis à cette heure-ci, on doit être au-delà de minuit, donc ça doit être aux petites heures du matin à Kinshasa. Mais quand j'observe la photo, l'éclairage de la photo m'indique que cette photo doit avoir été prise aux alentours de midi 13 heures. Alors moi je me dis que si en pleine nuit, Sosacom brûle, tout autour de Sosacom, ça devait être le feu et l'obscurité générale, avec Sosacom éclairé par le feu. Mais là, tous les immeubles autour de Sosacom sont visibles, le ciel est tout bleu. Et on vous dit que ça vient de se passer à l'instant même. Alors j'ai répondu à mon ami, j'ai dit que rien qu'en voyant la photo, je te dis que c'est un fake news, quelqu'un vient de monter ça. Il monte ça pourquoi? Ça veut dire, depuis un certain temps, on crée un certain nombre d'informations pour créer un sentiment de panique, un sentiment d'insécurité, un sentiment au fait, pour dire que le nouveau pouvoir est impuissant. Au fait, c'est à ça qu'on veut aboutir. Et je ne sais pas s'il faut les appeler nos amis, les gens du FCC sont maîtres dans ça. Tout l'argent qu'ils ont volé, c'est avec ça qu'ils entretiennent les Bosniaques et autres zombies qui sont sur Internet en train de diffuser des fake news. Vous savez, même les comptes Twitter et consorts, vous savez que c'est ça la faiblesse des nouvelles technologies de l'information, parce que je sais par exemple qu'au Canada, vous ne pouvez pas amener un email comme une preuve. Parce qu'aujourd'hui, même les emails peuvent être trafiqués. Heureusement que moi j'ai appris comment découvrir tous ces faux-là et comment traquer tous ces emails qui sont faux. Donc pour vous dire que vous voyez un tweet qu'on attribue au général Numbi, par exemple. Bon, je ne dis pas que Numbi ne l'a pas fait, mais je ne dis pas non plus que Numbi l'a fait. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un peut prendre votre nom. Il peut prendre votre photo et créer un compte en votre nom. Mais seulement, il y a moyen de retrouver cette personne-là. J'espère que nos services de renseignement savent comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir un compte Twitter, un compte Facebook,
de plus en plus, vous devez donner un numéro de téléphone portable. Et on vous envoie un code à ce numéro de téléphone portable. C'est ce code-là que vous mettez pour confirmer la création du compte. Donc, si on peut retrouver, et il y a moyen, le numéro du téléphone à partir duquel qui est associé au compte Twitter, Facebook, WhatsApp, donc on peut remonter jusqu'à la personne qui a monté ce faux compte. Donc, ici, en Occident, vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça parce que tout de suite, on vous retrouve. On vous retrouve parce que c'est quelque chose que tous les policiers, tous les postes de police, ils ont une section pour ce qu'on appelle la cybercriminalité. Il s'agit de la cybercriminalité où les gens fabriquent des comptes, où les gens montent des photos. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut prendre votre photo et vous déshabiller et faire apparaître comme si quelqu'un vous avait photographié nu alors que vous n'avez jamais été nu. Vous n'avez jamais été nu à cet endroit et qu'il ne s'agit même pas de vous parfois. Donc, ça c'est le revers des nouvelles technologies. Alors, je voudrais demander à tous les amis, surtout les compatriotes, dont certains malheureusement ont fait des crises, d'autres en sont même morts, de ne pas attacher trop d'importance à tout ce que vous recevez sur les réseaux sociaux. Ayez un regard critique, surtout les photos. Observez la photo. Il y a beaucoup de logiciels sur Internet qui vous permettent de retrouver l'origine d'une photo ou d'une vidéo. Parce que qu'est-ce que les gens font? Ils vont prendre les massacres du Biafra au Nigeria dans les années 60. Ils les sortent aujourd'hui et ils vous disent qu'on a massacré des gens à Beni aujourd'hui. Et la photo est telle qu'elle est choquante, on la distribue. Et vous savez, il suffit d'un clic pour qu'une photo soit distribuée à 1 million de personnes en quelques secondes. Et quand vous prenez cette photo-là, vous allez sur Google Images. Vous la passez là-bas, tout de suite, Google Images va vous montrer que cette photo, quelle est l'origine de cette photo, à quoi elle se réfère exactement, et quand est-ce qu'elle a été publiée pour la première fois. Pareil pour les photos. Il y a beaucoup de moteurs de recherche pour l'authentification des photos, des vidéos et même des documents. Le fameux diplôme de Félix Tshisekedi avait été monté à partir d'un ordinateur localisé à Los Angeles. Je vous donne l'information. C'est là où ce faux diplôme, soi-disant, a été fabriqué. Et de là, il est apparu dans un média pour la première fois à Bujumbura, dans un média en ligne qui s'appelle Bwiza. Et au Congo, il est apparu à une adresse dont nous avons le IP, qui se trouve être dans la commune de la Gombe. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on peut tracer toutes ces choses-là. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Toutes les bonnes choses à vous. Surtout, gardez espoir. Le Congo est en train de s'en sortir. Bye.